Bonjour et bienvenue à cette deuxième édition de la Semaine de la santé durable qui est organisée par l'Association pour la santé publique du Québec et qui a pour thème les Québécois et les Québécoises au cœur de l'économie. Mon nom est Thomas Bastien et je suis directeur général de cette association. Enchanté d'être avec vous pour cette quatrième rencontre virtuelle qui abordera la question de l'impact des consommateurs et des consommatrices sur la santé durable. Alors pour ce faire, j'ai la chance d'être accompagné de Caroline Voyer. Bonjour Caroline, vous allez bien? Oui, bonjour, ça va très bien, et vous? Ça va très bien, merci. Alors, Caroline, vous occupez aujourd'hui le poste de directrice du réseau des femmes en environnement depuis maintenant 18 ans. Vos diverses implications vous ont mené à co-initier le Conseil québécois des événements éco-responsables. Vous avez aussi participé au comité de création et de mise à jour de la norme BNQ en gestion responsable d'événements. Votre expérience vous a permis d'être une référence pour diverses organisations qui font appel à votre expertise pour des formations, du service conseil ou encore pour des accréditations et reconnaissances. Votre plus grand souhait, inspirer l'accélération d'adoption de pratiques durables dans la communauté. C'est bien ça? Exactement, oui. Super. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Caroline, on va faire ça en fait en deux parties. Dans la première partie, en fait, on va parler davantage du pouvoir des citoyens et des citoyennes derrière leurs achats, ainsi que de l'impact des consommateurs et des consommatrices sur la santé durable. Et par la suite, nous aurons une séance d'échange ouverte au public et en direct. Parfait? C'est très bien. Oui. Alors, on commence avec une première question qui a l'air toute simple, mais qui ne l'est pas. Nos habitudes de consommation ont un impact sur notre santé durable. Pouvez-vous nous en parler davantage? On y pense peu, mais c'est sûr que comme consommateur, on a un impact sur l'environnement. Donc, on a beaucoup tendance à regarder le prix des objets, n'est-ce pas, avant de l'acheter, mais de plus en plus. Puis je dirais que la pandémie a peut-être accéléré le fait de se questionner sur différents critères d'achat. Donc, est-ce que c'est local, par exemple? On va vouloir encourager l'économie locale ou peut-être même encourager des entreprises qu'on a pu découvrir, des petites entreprises autour de chez nous. Mais il y a aussi l'aspect santé qui peut être lié à ça. Donc, les achats peuvent être faits en ayant en tête certains critères. Je vais vous donner un exemple qui, pour moi, est très évident. Mhm. Peut-être parce que j'ai des enfants, ils ont grandi maintenant, mais quand ils étaient jeunes, ils me demandaient souvent, vous savez, on va à la cabane à sucre et puis il y a des trucs avec des lumières qui scintillent. Donc, ces éléments-là, ces objets promotionnels-là ont souvent donc une pile à l'intérieur. Et souvent, on va s'en départir comme si c'était un objet, comme n'importe quel objet, on va le mettre au déchet simplement. Mais il y a quand même une pile là-dedans. Et donc, quand ça va se décomposer dans un site d'enfouissement, mais ça peut contaminer un site d'enfouissement, donc contaminer le sol, l'eau. Donc, il va falloir faire attention à cet objet. Donc, on l'achète comme un objet tout innocent, comme n'importe quel objet, mais il y a quand même un impact lié au fait qu'il est toxique à quelque part, et puis on n'y pense pas toujours. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on peut réfléchir à l'impact achat et santé durable. Justement, en fait, cet exemple-là, il est parfait parce que on parle parfois en fait d'achats un peu compulsifs et d'achats faciles. C'est quelque chose qui coûte pas cher. On a une sorte de petit coup de cœur. On va acheter cette chose-là. Est-ce que vous avez des conseils justement pour nous apprendre à faire de bons choix de consommation, notamment en fait dans des situations comme celle-ci? Bien, c'est difficile de donner un conseil qui serait bon pour tout le monde, je trouve. Mhm. Je ne sais pas si vous allez aimer ma réponse, mais moi, je ferai une réponse un peu à différents volets. Je peux vous dire que personnellement, une formation qui m'a beaucoup touchée étant plus jeune, c'était la formation de Laure Varidel sur l'envers de l'assiette. Mhm. Le 3NJ, où est-ce qu'on se posait, avant d'acheter un aliment, par exemple, on se posait 4 questions. Donc, est-ce qu'il est suremballé? Est-ce qu'il vient de loin? Est-ce qu'il est naturel? Donc, est-ce qu'il y a des additifs chimiques, ce genre de choses-là? Et puis, juste, est-ce que c'est un produit équitable? Est-ce que les gens qui ont travaillé pour produire cet aliment-là ont eu un juste salaire? Puis moi, je vous dirais que ça peut être des critères qu'on pourrait adapter pour différents autres éléments de consommation différentes décisions de consommation qu'on peut faire dans notre vie Mhm. personnelle, mais si on le prend aussi comme personne qui travaille dans une organisation, par exemple, puis on doit faire des décisions d'achat, moi, ce que je recommande souvent aux organisations, c'est justement de se faire une liste de critères qui correspondent à la culture de l'organisation pour laquelle on travaille.
Si on est une organisation en tourisme, par exemple, puis qu'on veut favoriser la mise en valeur de notre région ou de notre ville, ben j'imagine que le critère principal va souvent être le produit local. Mais pour d'autres personnes ou pour d'autres organisations, comme dans notre cas à nous, au Réseau des femmes en environnement, mais ça va être la non-toxicité qui va être l'élément principal parce qu'on pense que c'est ça qui a peut-être l'impact le plus direct sur la santé de l'environnement et la santé des gens. Donc, je pense pas qu'il y ait une réponse qui est Non, bonne pour complètement. tout le monde, mais je pense que c'est bon de se questionner sur, pour nous, quel est le critère le plus important et quels sont les critères secondaires? Parce que parfois, les gens me disent, oui, mais là, vous nous dites, Mhm. parce que moi, j'ai l'étiquette dans le front de Ben, vous nous personnes qui dites. travaillent en environnement. Donc, vous nous dites d'acheter local, puis vous nous dites d'acheter bio. Mais le bio, il n'est pas toujours local. Puis là, donc, c'est sûr qu'on ne peut pas mettre tous les critères écologiques et de santé au même niveau parce que sinon, on ne pourrait plus prendre de décision. Il faut, je Mhm. pense, les hiérarchiser et les mettre en ordre de priorité. Mais par contre, puis j'aime beaucoup ce que vous dites, c'est il y a des choix d'entreprise ou des choix individuels qui sont basés en fait sur notre culture, sur le type d'entreprise dans laquelle on travaille, mais il y a quand même certainement en fait des choix qui sont basés en fait sur des choses qu'on l'on oublie. Par exemple, vous Oui, parliez c'est en fait de vrai. cette pile-là. Est-ce qu'il y a des choses en fait qui font partie des erreurs un peu communes, par exemple? On va pas y aller Oui, en fait sur les priorités, mais on va y aller sur les erreurs communes, par exemple. des fausses bonnes idées. Exact. Allons-y sur les fausses bonnes idées. Mais ça, on le voit beaucoup au quotidien, je vous dirais, si on se promène sur la rue et on veut acheter, par exemple, quelque chose dans une boutique, vous allez voir qu'on nous met beaucoup de l'avant, par exemple, tout ce qui est emballage compostable, Mhm, que ce soit pour la nourriture et autres. Mais si l'emballage, de toute façon, on va le mettre à la poubelle, c'est pas nécessairement plus avantageux d'avoir un emballage compostable. Donc, moi, je dirais qu'il faut essayer de, selon moi, l'erreur qu'on fait souvent, c'est de prendre les gestes isolément. Tu sais, on se dit, ah, ça, je fais un bon coup, mais on ne pense pas à la chaîne de décision qui serait nécessaire pour vraiment prendre une bonne décision. Par exemple, si j'achète une poutine mhm, dans un contenant compostable, idéalement, il faudrait que je mette ce contenant-là au compost à la fin. mhm, mhm, Donc, des fois, comme consommateur, ça peut nécessiter, par exemple, de se traîner un petit sac en plastique, mettre le contenant compostable, puis peut-être d'attendre d'être à la maison pour le composter. Donc, si on voulait faire le meilleur choix, ce serait le meilleur choix dès l'achat et jusqu'à la fin de vie. D'accord. C'est Ouais, c'est très intéressant parce que ça pourrait être aussi en fait un choix d'avoir par exemple des poubelles à compost dans la ville qui nous permettrait en fait justement de faire un choix qui est adapté en fait à l'environnement bâti d'une certaine exactement. manière. Exactement. Et puis, dans ce cas-là, il y a des options encore plus intéressantes qui s'en viennent. Vous en avez sûrement entendu parler, comme la tasse, donc qui est la fameuse tasse, le gobelet réemployable qui sont consignés dans plusieurs cafés. Donc, à ce moment-là, c'est encore mieux de pouvoir réutiliser l'objet que de le composter, par exemple. Et puis, il y a les contenants retourne-y. Donc, c'est des contenants alimentaires pour des traiteurs ou des restaurateurs. C'est pour une seule fois, mais on peut retourner le contenant et les consigner. Donc ça Mhm. amène un comportement de consommateur encore mieux, avec une empreinte environnementale encore plus faible. On va revenir un peu sur l'achat local et toutes ces choses-là qui faisaient partie un peu de la première, du Du premier premier échange que exemple. vous avez, du Mhm. premier exemple. Mais j'aimerais qu'on continue un tout petit peu en fait dans cette question-là. Pourquoi en fait ça fait pas partie de nos habitudes? Est-ce qu'on a trouvé la raison pour laquelle, à la fois au niveau des entreprises ou même au niveau individuel, euh, on est récalcitrant à un changement comme celui-ci? Ah là là. Ça, il y a des grandes théories là-dessus. C'est difficile, les changements de comportement. Moi, je vous dirais quelque chose que j'ai appris il n'y a pas si longtemps, que je trouve bien intéressant, c'est que le moment où le nouveau comportement devient un peu la norme autour de soi. Quand on se rend compte où de plus en plus de gens adoptent ce nouveau comportement, on dirait que ça rassure les individus que nous sommes, puis ça nous conforte dans le fait d'adopter ces nouvelles pratiques-là. Donc, au point de vue communication, il y a quelque chose à travailler là-dessus sur le fait de dire, hey, ça, c'est
c'est un bon comportement environnemental, mais regardez autour de vous, les gens le font. Ça devient une nouvelle norme sociale. C'est pourquoi peut-être d'un autre côté, l'exemple inverse, c'est quand on nous montre à la télévision des campagnes de promotion de gros véhicules polluants, comme si c'était ça qui était le fun puis qui était la norme, bien, comment on pourrait dire, on rame à contresens, là. Donc, Donc la mode et l'effet d'adhésion de groupe qui est accompagné vraiment en fait de tout ce qui est promotionnel, marketing, avec parfois en fait des exemples qui sont pas bons pour notre environnement ni pour notre santé, mais qui sont tout de même valorisés parce qu'elles sont vectrices de rentrée financière pour certaines entreprises. C'est vers ça en fait que ça va aller. Alors que si on avait des exemples inspirants justement de prise de position commune, si on utilisait en fait cet espace-là qui est donné justement, comme vous dites, par les gros véhicules polluants pour aller davantage en fait sur des transports en commun par exemple, ou alors sur des produits qui sont beaucoup moins polluants, ça serait beaucoup plus avantageux pour notre société. Et en plus, ça pourrait peut-être faire rentrer de l'argent, mais à d'autres entreprises ou à des entreprises qui sont davantage plus conscientes. peut-être, mais ça peut être aussi banal que le fait de... Moi, un matin, je suis sortie de la maison chez moi, puis j'ai vu sur ma rue, et 80% et plus des gens avaient sorti leur bac de compost. Et ça, je vous parle, ça faisait peut-être 3 ou 4 mois qu'on avait reçu les bacs de compost sur ma rue. Puis là, j'ai vu le niveau d'adhésion, puis je me suis dit, ah, quand même, hein, ceux qui ne l'ont pas sorti, ils vont sentir mal. Il va y avoir un petit sentiment de ah, Uh-huh. pourquoi moi je le sors pas, tout le monde le sort. Donc, ce sentiment de faire partie de la norme, il est intéressant. Puis on n'est plus donc au contraire, dans les early adopters ou les gens qui adoptent des nouveaux comportements plus écologiques, là. Quand moi, je me rappelle, ça va trahir mon âge, mais je me rappelle les premières fois où je suis allée à l'épicerie avec mes sacs réutilisables. Là, je vous parle de ça et ça doit faire 25, 28 ans. Et puis, j'avais mes sacs d'épicerie réutilisables. Puis, mon conjoint me disait, mais non, Caroline, on ne va pas encore s'astiner, on ne va pas encore à la caisse être obligé d'expliquer pourquoi on utilise des sacs réemployables. Donc, il y a ce poids pour les gens qui adoptent des nouveaux comportements de consommation au début, mais à un moment donné, il y a comme un virement là, de la situation. Puis là, c'est plutôt l'inverse. Quand on n'a pas nos sacs, on se sent un peu « Oh non, je n'ai pas mes sacs. Il va falloir que j'explique pourquoi je n'ai pas mes sacs. » Exact. C'est très intéressant en fait de voir ces personnes, comme vous dites, des early adopters qui deviennent en fait la norme à un moment et puis qui vont certainement chercher d'autres avancées bénéfiques en fait pour l'environnement. Vous avez parlé de l'or Varidel, il y en a une multitude, vous en faites partie aussi là. J'aimerais qu'on revienne peut-être sur l'achat local. C'est certain qu'on va revenir sur un exemple un peu plus, on va dire, de comportement de société ou de comportement de population là. Mais pourquoi en fait, de manière générale, il faut encourager l'achat local? Ben, il y a plusieurs volets à ça. Il n'y a pas seulement le volet environnemental parce qu'on se rend compte que, par exemple, parfois, je ne sais pas si vous connaissez les études de cycle de vie. Je peux l'expliquer brièvement. Allons-y, oui, tout à fait. Donc, quand on fait une étude de cycle de vie, c'est qu'on compare deux objets similaires, je ne sais pas, deux stylos, par exemple. Et puis, on va se dire, OK, entre ce stylo-là et celui-là, quand j'ai à choisir, je vais étudier donc les impacts de la fabrication, de l'utilisation et de la fin de vie de ces objets-là. Donc, on appelle ça du berceau au tombeau. On va vraiment regarder tous les impacts. Et puis, donc, quand on fait une étude de cycle de vie d'un objet local, parfois, l'impact écologique il n'est pas toujours plus intéressant écologiquement d'acheter local. OK? Souvent, oui. On s'entend, là, les objets vont se promener sur beaucoup moins de kilomètres, donc moins de gaz à effet de serre à ce niveau-là. Mais des fois, dans la production locale, il peut y avoir d'autres impacts écologiques. Donc, il ne faut pas être dogmatique et dire que c'est toujours mieux le cycle de vie des objets locaux, mais il y a plein d'autres impacts positifs. Création d'emplois localement, développement d'une expertise locale. On l'a vu avec la pandémie. Le fait de fabriquer localement nos masques ou nos combinaisons de protection, ça devient une plus-value à différents niveaux. Donc oui, il y a le volet environnemental, mais il y a le volet sécurité,
économique, Okay. local, des nouvelles entreprises qui se développent. On crée et on maintient des emplois localement, etc. Donc, l'économie locale, oui. Moi, je dirais le sentiment de fierté aussi. Le fait je donne un exemple, il y a une activité qui se fait pour des bénévoles dans une ville au Québec à chaque automne. Et puis, on a déjà donné des cadeaux fabriqués en Chine et tout ça. Mais écoutez, depuis qu'on donne des produits locaux, des petites confitures, un miel, ça fait découvrir des entreprises locales. Les bénévoles sont heureux d'avoir ces produits-là, de pouvoir les découvrir et peut-être de les adopter pour la suite. Donc, il y a comme un effet de... Oui, il y a le cadeau qui fait plaisir, mais non seulement ça, mais c'est le cadeau de découvrir un produit local qu'on va pouvoir adopter et conserver par la suite. Non, il y a tellement de questions qui viennent avec cet achat local-là. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec la fierté, étant donné que je suis personnellement agronome, j'ai toujours considéré que pour moi, il y avait beaucoup plus de fierté de manger une tomate d'ici, par exemple, ou de manger une patate d'ici, du blé d'ici, enfin bon, un produit du terroir d'ici qui valorise en plus un agriculteur ou une agricultrice d'ici qui a pensé justement à nourrir la population, ce qui est quand même une tâche colossale, plutôt Puis que d'aller chercher. Oui, oui, un allez-y, allez-y. sentiment de cohérence, un sentiment de Complètement. dire oui, on dit que c'est important d'acheter local, oui, c'est dans mes valeurs, je le fais. Parce que Ouais. souvent, on se dit des choses dans notre tête, oui, ce serait bien de blablabla, mais de pouvoir le faire, il y a comme tout un sentiment de cohérence qui fait plaisir et qui fait du bien. Donc, c'est non négligeable tout ça. Ah, et puis c'est intéressant aussi en fait de se poser la question, de toute manière, à partir du moment où on se pose la question du cycle de vie, comme vous le dites, ça amène une multitude de facettes à un produit qu'on n'avait pas vu jusqu'au bout. Par contre, et puis ça c'est le plus gros par contre, il y a des grands opposants en fait à l'achat local. Il y a des gros facteurs qui vont faire en sorte qu'une personne, malgré ce qu'elle va comprendre, elle va quand même acheter en fait un produit qui est produit pour moins cher ou autre. Alors, quels sont justement les plus grands freins, pardon, à l'achat local? C'est le frein économique, bien souvent. Ou sinon, le fait que ce ne soit pas disponible. Parfois, certains produits locaux vont être disponibles pendant certaines périodes et pas d'autres, etc. Donc, la disponibilité, le coût associé à ça. Des fois, selon les produits aussi, des fois, je sais pas, moi j'ai des ados, il y a des ados des fois qui veulent des marques bien précises pour certains objets. Donc, ça peut être un frein aussi de rechercher une marque prestigieuse ou je ne sais trop. Il y a des produits qu'on ne fait pas ici aussi, hein? Mhm. Au niveau de l'électronique, il y a certains éléments qu'on ne trouve pas ici. Donc, à ce moment-là, on peut ne même pas chercher du local si on pense que ce n'est pas fait ici. Puis donc, abdiquer même avant de commencer à chercher, ça pourrait être un autre frein, je ne sais pas. Et la facilité peut-être aussi. Oui, On rentre tellement. sur une plateforme d'achat en ligne et puis Oui, on a tapé en fait dans la recherche la chose qu'on veut et puis c'est le premier, c'est le moins cher, ça arrive le plus rapidement possible. On l'a directement, c'est la facilité, mais je comprends tout à fait. on me le dit tellement, ça. Non, je vais aller sur tel commerce en ligne et puis ça va être simple, je vais l'avoir demain. Si tout le monde fait ça, qu'est-ce qui va arriver? Ah non, c'est certain. Et puis en plus, ça a un impact majeur, comme vous le dites, en fait, sur le déplacement de ces denrées-là, mais aussi en fait tout ce qui est transport. Enfin bon, c'est quand même fou. C'est quand même fou. Les boîtes. Emballage, Oui, c'est exactement. ça. Exactement. Oui. Puis, mais bon, je pense à la campagne qu'on a eue quand même des cabanes à sucre, le temps qu'on ne pouvait pas y aller, où ils nous livraient dans des boîtes, dans les épiceries métro. Puis ces gens-là ont quand même gagné un prix en développement durable parce que oui, il y avait de l'emballage, mais ils ont réfléchi justement à cet emballage-là pour qu'il y ait le moins d'impact possible. Donc, c'est possible quand même d'offrir un service de qualité avec une livraison, avec des critères de rapidité, mais de Mhm. toujours avoir en tête des critères écologiques. Ben, Donc, moi, je pense que pour les acheteurs, c'est le fun d'avoir des critères, mais pour tous ceux qui produisent des biens et des services aussi, se demander comment je peux réduire mon impact.
C'est intéressant que vous disiez en fait ces boîtes à sucre, entre guillemets, des cabanes. Euh, il y a aussi en fait d'autres compagnies qui vendent maintenant en fait des produits qu'on peut préparer à la maison, mais en pré-emballé, pardon, de manière un peu individuelle pour chaque plat. Il y a les aliments qui sont mis de manière séparée en fait dans un sac et puis on peut préparer par exemple, je sais pas, un couscous, mais justement en ayant tous les aliments qui sont là. Donc plutôt que d'aller au supermarché et puis d'acheter en fait ces produits-là de manière individuelle, eux ce qu'ils disent c'est il y a pas de de euh, perte. il y a pas de perte. Qu'est-ce qu'on en pense? Parce que là, après, on en va toujours en Hmm. fait sur ces mêmes types d'arguments-là. Est-ce que on préfère acheter local, aller dans un supermarché, plutôt que de se faire livrer à la maison et puis de faire un choix en fait de pas avoir de perte? Je sais pas. Hmm. Mais on peut aller au supermarché et acheter les bonnes quantités quand même, de plus en plus. Là, Complètement. donc, moi, j'embarque pas dans ce genre d'argument-là. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gaspillage alimentaire, mais pas juste alimentaire. Il y a du gaspillage dans tout ce qu'on fait. J'ai fait dernièrement, je vous donne un exemple, j'ai fait un processus de désencombrement chez moi. Puis je suis une Mhm. personne, je suis en environnement, je suis convaincue, là, je ne surconsomme pas, mais j'ai quand même pu me départir de vraiment beaucoup, beaucoup, par exemple, de vêtements. C'est énorme tout ce qu'on surconsomme en Amérique du Nord. Donc, il y a clairement une réflexion à avoir sur la surconsommation et sur le fait de consommer ce dont on a besoin vraiment. Là. En as-tu vraiment besoin? C'est ça Mhm. le. On a-t-il vraiment besoin? Ben, Marie Kondo est passée, est l'une des expertes en la matière, là. Justement, en fait, comment on dissuade les personnes à surconsommer? Hmm. Mais moi, je pense que c'est un processus personnel. On ne peut pas imposer aux gens de ne plus surconsommer, mais par l'exemple, hein, en donnant l'exemple, en montrant que ça peut être une consommation responsable, heureuse. On peut être bien en ne surconsommant pas. On peut être très heureux comme ça. Euh, je pense que l'effet de l'exemple, comme je le mentionnais tout à l'heure, le fait je veux dire, la communication de tout ça. Mhm. Donc oui, être un exemple personnellement, mais aussi, je pense que nos médias ont un rôle à jouer dans le fait de démontrer que, que la vie peut être autre chose qu'une surconsommation. Euh, Au Québec aussi, notre règlement là, contre la publicité pour les enfants, c'est intéressant là, qu'on ait ça. Là. Les enfants, on ne fait pas de promotion des jouets à la télévision. Tu sais, on a été capable, comme société, de prendre une décision comme ça. Donc, ça pourrait être aussi plus collectif comme impact de prendre la décision de ne pas surconsommer et surtout de ne pas surconsommer peut-être des éléments très polluants ou très dommageables pour notre planète. Donc, ça pourrait être des éléments importants. Donc là, en fait, on y va vraiment sur les phénomènes de mode, les phénomènes de promotion, de marketing. À ma connaissance, je connais pas d'agence de marketing ou d'agence de communication qui se considèrent comme responsables pour le type de clients qu'ils ont et puis sur le type d'achat qu'ils vont présenter. Est-ce que je me trompe ou Ça commence, ça commence. Il y a quelques agences, pas des agences de publicité, mais des agences de communication. Il y en a qui commencent à se mobiliser pour vraiment communiquer de façon plus responsable. Donc ça peut être un élément gagnant. il faudrait que ce soit maintenant en fait le rôle marketing en fait vraiment d'aller là-dedans, donc des agences de marketing, des personnes qui font des achats médias, qui créent les publicités, qui font tout ce placement-là en fait, qui embarquent hein, d'une certaine Oui, manière. Hein. oui, oui, exactement. Puis aussi, quand les grands donneurs d'ordre, quand le gouvernement décide d'encourager réellement, par exemple, les produits plus locaux, ben ça, c'est un bel exemple aussi à donner. Donc, C'est ce qui tout est ce en qui est train de se faire politique. actuellement Oui, hein, au niveau oui, du gouvernement, justement, en fait, avec une discussion sur la loi sur l'achat local, plus particulièrement. Vous exactement. avez tout à fait raison. Ben, c'est vrai que donner l'exemple, hein, c'est toujours, c'est toujours, mais c'est quand même très intéressant de savoir en fait que euh, des influenceurs ou des influenceuses mises à contribution en fait par des compagnies qui n'ont pas forcément en fait pour intérêt la santé de la population, mais qui ont des intérêts qui sont davantage de capitaux vont utiliser en fait ce phénomène de mode et d'adhésion Mhm. sociale pour aller vendre en fait des produits pour acheter plus.
Et à côté de ça, on a bien sûr le contraire, mais justement avec des modèles ou des personnes qui vont parler en fait de déconsommation ou de consommation responsable plus particulièrement. On va devoir ralentir à un moment ou à un autre. C'est bien On ça. n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On a encore eu un rapport du GIEC, là, du groupe d'experts international sur le climat, qui nous a encore documenté une fois de plus et encore plus lourdement le fait que les changements climatiques sont là pour rester. Il faut agir, je pense, comme consommateur, faire sa part, faire sa petite part. Et il y a une étude très intéressante qui est parue la semaine dernière, là, ou il y a quelques semaines, sur qu'est-ce qu'on devrait faire individuellement comme consommateur, comme choix, qu'est-ce qu'on pourrait continuer à consommer si on ne voulait pas consommer plus que les ressources d'une planète. Parce que je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir ça, mais souvent on dit on consomme l'équivalent de 3,4. Et puis si on était au planètes. Québec, on ferait plus que ça. Le Québec est vraiment un très mauvais joueur justement dans cette consommation-là, malheureusement. Donc, il y avait justement cette étude qui mentionnait que, bon, si on voulait consommer une seule planète, les ressources d'une seule planète, ben voici ce qu'on devrait changer. Puis moi, j'ai été étonnée de voir que c'était possible. On pourrait tout à fait réduire la part de viande qu'on mange par semaine. On pourrait tout à fait consommer le nombre de vêtements qu'il fallait consommer. On pourrait tout à fait éventuellement avoir des voitures électriques. On pourrait tout à fait réduire la taille de nos maisons, tu sais, par habitant qui habitent ces maisons-là. C'était des choses qui me semblaient qu'on pourrait continuer à vivre dans un certain luxe, mais en respectant la capacité réelle de la Terre à se régénérer. Donc, moi, ça m'a donné beaucoup de joie de voir cet article. Je sais qu'il y a des confrères, des consoeurs qui trouvaient que c'était c'est ça, qu'il y avait des Réducteur un peu. limitations. Oui, Oui, c'est mais facile, hein, c'est vrai, mais c'est pas les seuls arguments. Mais comme vous dites, de toute manière, ça dépend du contexte socioculturel, ça dépend d'une multitude de choses. Mais je me souviens très bien, il y avait par exemple un exemple qui était prendre une douche par jour. Ça, c'est de regarder par rapport à ses déplacements, ses voyages, par exemple, de se limiter à un voyage. C'est des très, très bonnes idées. Elles sont pas applicables pour tout le monde. Il y a des personnes qui ne voyagent jamais. Il y a des personnes qui ont malheureusement pas les moyens en fait de s'offrir des voyages de leur côté. Puis d'autant plus en fait avec certaines problématiques qui ont été créées par la pandémie, il y a des personnes qui pourront pas se les offrir au cours des prochains mois ou des prochaines années. Donc ça a des limitations, mais c'était des belles orientations, comme on ben, pourrait dire comme ça. moi, je trouve que c'est intéressant de se dire, OK, mes balises, si je veux être un consommateur, une consommatrice responsable, quelles sont les balises? Donc, c'est intéressant que ce soit plus tangible, je trouve. C'est certain. Certain. Et puis, puis après, on peut toujours se poser la question en fait de comment mieux consommer, mais on s'est déjà dit, mieux consommer, c'est être un consommateur qui est plus éclairé par rapport au cycle de vie en fait des produits qu'on va acheter d'une certaine manière. Il se pose la question, est-ce que j'en ai déjà, premièrement, est-ce que j'en ai besoin? Mm-hmm. Est-ce que si j'en ai besoin, est-ce que je peux louer ou acheter? Toujours se poser cette question-là avant d'acheter, parce que moi, je trouve extraordinaire le phénomène de mutualisation. Donc, les endroits où on va avoir certains équipements, une perceuse, un élément, en tout cas, des équipements comme ça qu'on se sert une fois par année. On n'a pas besoin de tous avoir la perceuse à la maison. On peut aller dans un endroit où on peut louer ce type d'équipement-là et puis les rapporter. Même chose avec les joujoutech ou, bon, tous les endroits où on mutualise des ressources, comme un système de communauté, par exemple. Mm-hmm. Donc, pour Mm-hmm. ceux pour qui ça peut fonctionner, c'est merveilleux. Donc, est-ce qu'on peut réemployer, louer? Sinon, si je dois acheter, quels sont mes critères? Hein, on disait tout à l'heure, est-ce que je veux des éléments fabriqués localement, pas suremballés, non toxiques, faits de matière recyclée? Tu sais, on va se mettre Mm-hmm. une série de critères, Mm-hmm. que ce soit durable. Donc, on se donne des critères. Et puis, en fin de vie, on s'assure de mettre l'objet au bon endroit. Donc, si c'est des électroniques, on va les amener au cercle à rien. On va essayer de donner ça, par exemple, à l'OPEC, qui est un organisme qui récupère les ordinateurs, qui les reconditionne et qui les redonne ou revend à des organismes. Tu sais, ce serait ça dans un monde idéal. Donc, vraiment se poser les questions, l'utiliser au maximum et à la fin de vie,
s'assurer de donner la bonne fin de vie à l'objet. Il y a aussi beaucoup d'endroits où on peut donner des objets en fait desquels on ne se sert pas aussi. C'est Et vrai ça fait que des heureux. Ça fait ben, des heureux. et encore une fois, on revient toujours en fait, et puis l'argument qui est le plus compliqué, surtout en fait quand on arrive sur le choix de la location, sur de l'achat direct ou sur la facilité, hein, d'une certaine manière. C'est Oui. facile hein, de mettre sur le bord de la rue quelque chose qu'on n'utilise pas. Malheureusement, en fait, l'impact il va être. Est-ce qu'il y a d'autres incitatifs en fait? Est-ce qu'il y aurait des incitatifs que le gouvernement devrait mettre en place de son côté justement pour arriver à pousser euh, les bons comportements. On parle par exemple, en fait, vous parliez tout à l'heure des bacs à compost, euh, que tout le monde les utilise parce que justement, en fait, les bacs à compost a été donné dans plusieurs villes pour justement les citoyennes et les citoyens. Est-ce que le gouvernement ou alors même les instances qui sont un peu plus locales peuvent aider d'une manière ou d'une autre? En plus de montrer l'exemple, hein, comme on l'a vu tout à l'heure aussi. Mais tout à fait. Moi, je pense que les incitatifs financiers ont un impact majeur. Donc, c'est sûr que quand il y a des taxes supplémentaires qui s'ajoutent pour les produits qui sont polluants, je parlais des véhicules tout à l'heure, mais tout ce qui est à usage unique. Moi, j'aimerais à terme que tout ce qui n'est pas recyclable ou compostable soit interdit, tout simplement. Et combien de fois, moi je travaille en environnement depuis 20 ans, et combien de fois je me suis fait demander, mais pourquoi on produit ce plastique s'il n'est pas recyclable? Et je n'ai aucune réponse pour ces gens-là. Je suis d'accord avec eux, c'est totalement illogique de produire des objets pour lesquels on est certain qu'ils s'en vont à la poubelle puis qu'ils grossissent nos sites d'enfouissement et pour lesquels il n'y a comme pas de solution. Donc, on devrait vraiment produire seulement ce qu'on peut traiter. Donc, oui, il pourrait y avoir de la réglementation à ce niveau-là. Il pourrait y avoir de la réglementation aussi sur certains types d'activités. Il y a certains produits à usage unique, des plastiques à usage unique qui vont être interdits dans certains événements. Donc, ça s'en vient. C'est toujours un peu trop long. Moi, j'aimerais que ça soit réglé tout de suite, mais il y a quand même des réglementations qui vont avoir des impacts sur la réduction de tout ce qui est non souhaité, là. Et très intéressant, on parle de plastique. Oh, une entreprise va délibérément prendre un choix d'utiliser un, un emballage qu'elle va savoir qu'il ne va pas pouvoir être traité pour les prochaines années, mais va tout de même rester en fait dans le choix d'aller sur ce produit-là, qui est un choix en fait, on va dire, économique la plupart Oui. du temps. Est-ce qu'il y Souvent, aurait un moyen en fait d'empêcher les entreprises? On ne parle pas en fait d'un niveau réglementaire de gouvernement ou de choses comme ça, mais peut-être plus en termes d'éthique d'entreprise en tant que telle, de se dire non, ça ne fonctionne plus en fait un produit comme celui-ci, même si ça coûte peu cher, même si on ne le fait plus. ben c'est ça, il y a des entreprises qui prennent le chemin de certaines certifications pour justement se réglementer eux-mêmes. Ils choisissent de donner un cadre de normalisation, si on veut, pour améliorer leurs pratiques responsables. Ça, c'est super intéressant. Ça se fait de plus en plus. Mais encore une fois, c'est très lent. Euh, donc, certaines entreprises vont vraiment faire cette démarche-là. Il y a plusieurs maintenant spécialistes consultants en éco-conception. Donc, il y a des ressources nécessaires pour des entreprises qui veulent améliorer tout leur emballage de produits. En combien de fois on achète des choses et on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire avec tous ces emballages une fois rendu à la maison? Alors qu'à la source, les producteurs de ces produits-là peuvent réfléchir à l'emballage et puis réduire l'impact de cet emballage-là. Donc, l'éco-conception, c'est vraiment c'est quelque chose vers quoi il faut de plus en plus aller. Et puis, des fois, on pense qu'on progresse, mais on ne progresse pas tant que ça. Par exemple, au niveau de la bière au Québec, avant, toutes les bouteilles de bière étaient consignées. Et puis, Mhm. donc, les bouteilles étaient lavées, désinfectées, tout ça, et réétiquettées. Et puis, on réutilisait les mêmes bouteilles. Et puis là-dessus, on n'a pas nécessairement progressé. Maintenant, on est vraiment dans un système où les bouteilles sont plus différentes. On veut se démarquer par un visuel et puis donc on réemploie de moins en moins ces bouteilles-là. Mais bon, en tout cas,
tout ça pour dire qu'il y a quand même de l'espoir parce que maintenant, même les bouteilles d'eau vont être consignées. Donc, on souhaite que le consommateur, à chaque fois qu'il y a un objet en main qui est consigné, vraiment le rapporte. Et puis, ça fait une réelle différence parce que c'est réintroduit tout de suite dans le cycle. Donc, c'est tout de suite bien trié versus si on le met dans le bac à la maison et que là, il faut que ça s'en aille au site de tri. Et puis, c'est ça, ça marche sur des convoyeurs. Moi, j'invite tout le monde à visiter un centre de tri, hein? Les gens là, à la maison qui écoutent la présentation, vous pouvez aller visiter ça. Il y a plusieurs centres de tri qui sont disponibles pour aller faire la visite et c'est marquant comme consommateur quand on voit ce qui arrive à nos matières en fin de vie. Ça nous donne un peu un petit choc électrique. De dire, ah oui, il y a tout ça. Ça fait réfléchir encore plus avant la consommation. Je prends en note, là, on Vous va aller prenez des voir notes? justement au niveau de la SPQ, là, pour qu'on aille faire une visite ensemble avec toute l'équipe. On fait des journées ensemble, pourquoi pas aller visiter justement ensemble. Moi, ce qui me vient en tête, et puis je sais pas si c'est, mais il y a des personnes qui pourraient dire l'éco-responsabilité, c'est une affaire de riches. Oui, je l'ai C'est-à-dire, déjà entendu. Mhm. les produits coûtent plus cher, potentiellement. Euh, euh, si je vais chercher en fait de la qualité, mais davantage locale, c'est-à-dire si je suis avec des productions qui sont potentiellement plus petites, donc avec des marges qui sont plus petites aussi, donc des coûts d'achat qui sont plus élevés. Qu'est-ce qu'on répond en fait à ces choses-là? Et c'est marrant parce qu'on le voit même aux États-Unis, hein, de manière très marquée, où certaines populations en fait qui sont dans des déserts d'alimentation Mhm. préfèrent aller en fait dans des endroits de restauration rapide, par exemple, qui coûtent moins cher que d'aller dans un supermarché et prendre des fruits et des légumes, par exemple. Qu'est-ce qu'on Mhm. répond à ces personnes-là? Ben, comme citoyenne, comme vous, comme tout le monde, on l'a vu, l'augmentation des prix là, de l'alimentation. Donc, oui, il y a des éléments qui vont coûter plus cher pour la qualité, mais moi, je vous dirais que mon premier argument, c'est que comme personne en environnement, ce que je souhaite le plus, c'est la réduction de la consommation. Donc, à ce moment-là, parce que vous connaissez peut-être les 3 RV, hein, les 3 Non? règles là, non? OK. Les 3 règles pour bien réduire ces matières résiduelles, ça va être de réemployer d'abord. En fait, non, réduire, excusez-moi. On va vouloir réduire d'abord, réemployer et recycler. Donc, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que je peux réduire? Parce que le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Donc, qu'est-ce que je peux réduire dans ma vie? Et puis, je peux vous donner un exemple très concret qui est lié à la santé, c'est l'exemple du parfum. Il y a quelques années, pour moi, c'était normal d'avoir un parfum dans la pharmacie puis d'en mettre quand on va dans une occasion spéciale. Mais j'ai appris que ça peut avoir un impact sur ma santé, que ça pouvait affecter pour certaines personnes. Certaines personnes développent des allergies au parfum. Et que ça pouvait être lié à certaines maladies selon certaines études. Donc, la réduction moi, j'ai arrêté complètement d'acheter des parfums. Donc, quand on arrive à cette réduction-là de certains produits qui peuvent avoir un impact sur l'environnement et sur notre santé, ben ça fait des économies. Je vais vous donner un deuxième exemple. Beaucoup d'ateliers sur do it yourself, là, comment fabriquer soi-même les produits nettoyants, par exemple. Donc, au Québec, au Canada, on est les champions mondiaux de consommation de produits nettoyants. Alors que dans les produits nettoyants, il y a aussi des substances qui peuvent être irritantes pour l'humain. Donc, si on réduit ces produits nettoyants-là, ou si même on les fabrique nous-mêmes, ça va nous coûter moins cher. Donc, c'est de choisir, je vous dirais, nos choix écologiques. Si Mhm. on se rend compte qu'acheter telle robe qui est faite localement par une designer XYZ, ben, c'est trop cher pour nos moyens. OK, on laisse tomber ça. Plutôt, ben, on va peut-être aller dans une friperie, s'acheter une robe usagée, mais qui va être magnifique aussi. Moi, j'adore les friperies. Je pense que c'est une habitude à développer, puis c'est un schéma de pensée à changer. On a été élevés, on a été habitués à aller dans les grands magasins, puis chercher là, mais il y a toute une mine de ressources inexploitées dans tout ce qui est friperie, bazar, et etc. Donc, moi, je pense qu'il y en a pour tous les moyens.
financier. Puis même si on a des sous, on devrait réduire notre empreinte écologique. C'est pas, pour moi, c'est pas une excuse. Puis on se rend compte, je suis désolée, ma mémoire est épouvantable, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est toujours les gens les plus riches qui polluent le plus. Toujours, toujours, dans toutes les sociétés. Donc, moi, je pense pas que d'avoir des sous, c'est de se donner le droit de polluer. Donc, il faut vraiment que tout le monde se conscientise et fasse des choix plus responsables. C'est même intéressant, en fait, parce cet argumentaire, en fait, du prix qui est cité par certaines personnes, en fait, plus on baisse le prix, plus la qualité, malheureusement, en fait, elle est réduite, hein, parce que c'est ça qui va se passer. On va rajouter des additifs, on rajoute du sucre, on rajoute, en fait, des produits qui coûtent moins cher, mais qui donnent de la saveur. Et puis, malheureusement, on se retrouve. Et malheureusement, ça va avoir un impact sur notre santé. Et puis, notre santé va coûter plus cher à l'avenir, Éventuellement, oui. éventuellement. Et il y a aussi des groupes d'achat. Moi, je pense qu'il faut s'informer dans son coin, qu'est-ce qu'il y a autour de nous. Moi, j'aime beaucoup les groupes d'achat, par exemple, Nourrir. Donc, on peut acheter en vrac et du biologique à des prix tout à fait raisonnables. Avec moi, j'ai 3 enfants, là, ça en prend de la farine. Ouais. Puis je trouve qu'un groupe d'achat comme ça, où on est plusieurs, dans le fond, collectivement, à acheter ensemble et donc ça réduit les prix collectivement. Je trouve que c'est des super belles initiatives qui peuvent permettre de créer des liens aussi, puis d'avoir d'autres idées. Puis il y a une dame là-bas, quand j'étais bénévole chez Nourrir, qui me disait, oui, c'est sûr que ça coûte plus cher, mais on mange moins parce que c'est plus de qualité. On dirait qu'on se sent rassasié plus tôt, en tout cas. Oui, non, exactement. Enfin, mais de toute façon, ben, c'est exactement ça, en fait, surtout dans l'industrie de la transformation, laquelle vont être les produits qui vont donner un état qui vont donner ou non, en fait, cet état de satiété. C'est fascinant, hein, à quel point, justement, certaines industries peuvent l'utiliser à mauvais escient d'une certaine manière. Hein. Donc, personnellement, moi, Caroline, j'ai l'impression que vous avez répondu à toutes mes questions, mais peut-être il y avait des choses desquelles vous vouliez parler, vous, de votre côté, qui vous semblent intéressantes ou pertinentes, en fait, à dire aux personnes qui vont nous regarder. Ben, j'aurais un autre exemple, peut-être parler un petit peu de l'électronique, parce que Bien ça a sûr. été vraiment on est encore lié à nos appareils à tous les jours, pour ceux qui peuvent se le permettre, encore une fois, mais donc, on a fait des études, nous, depuis 2 ans sur l'impact de tout ce qui est produit électronique. Et puis vraiment, j'inviterais les gens qui nous écoutent à s'intéresser à ces questions-là. Oui, c'est important de supprimer ces courriels une fois qu'on les a lus, mais encore plus important, point de vue consommation, c'est d'étirer la durée de vie de ces appareils-là. Pour ceux qui ont des téléphones, vraiment tenir son bout et ne pas les changer quand notre compagnie de téléphone nous dit que c'est le temps de le changer. Maintenir la durée de vie de ces appareils-là, c'est super important. Il y a des piles là-dedans et puis donc, souvent, c'est les employés qui travaillent pour aller chercher ces matériaux dans les mines, c'est souvent pas ici. Et donc, c'est souvent des personnes qui ont des très mauvaises conditions de travail. Donc, comme consommateur, je pense qu'il faut s'intéresser aussi à toutes ces personnes à travers le monde qui nous font bénéficier d'un train de vie comme on peut bénéficier ici. Donc, l'électronique, c'est un autre dossier important à s'intéresser. Puis, règle numéro 1, c'est encore une fois réduire à la source, réemployer. On essaie de garder nos appareils le plus longtemps possible. C'est juste ça que j'ai pensé là, qu'il faudrait ajouter. Je trouve que c'est beaucoup. Et c'est certain que le terme réduire, ralentir, ça va être ça qui va être le plus important pour les semaines, les mois, les années à venir, surtout si on veut revenir à une seule planète plutôt qu'à plusieurs, et surtout si on veut éviter en fait les catastrophes qui vont s'en venir de manière inexorable avec le rythme auquel on est en train d'avancer malheureusement. Caroline, merci beaucoup pour cet échange. Merci pour votre disponibilité puis d'avoir répondu à l'ensemble de ces questions. Si ça vous convient, on va remercier en fait justement les personnes qui étaient présentes avec nous virtuellement, bien sûr, et on va les inviter justement à se joindre à la conversation live qui va se faire donc en direct dans les prochaines minutes. Merci à nouveau et à très bientôt alors. Oui, merci.